Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise syrienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution entérinant un processus de paix pour la Syrie et incluant un appel à un cessez-le-feu et à des négociations entre le gouvernement de Damas et l'opposition. Ce que nous avons achevé aujourd'hui pour la première fois depuis le début de cette guerre est l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui met en place une feuille de route pour tenter effectivement d'y mettre fin. Une feuille de route pour tenter d'amener à une résolution pacifique via un processus politique. La résolution reconnaît que le processus de paix pourrait ne pas mettre rapidement fin au conflit car la lutte contre les groupes terroristes opérant dans le pays, le Front Al-Nosra et le groupe État islamique, font partie des efforts internationaux. Mais la résolution ne fait aucune mention de la question la plus sensible, le rôle futur de l'actuel président syrien Bachar el-Assad. Les ministres des Affaires étrangères de 17 pays ont négocié vendredi pendant plus de 5 heures pour surmonter leurs divisions. La résolution a été décrite comme un rare exemple d'unité d'un Conseil de sécurité souvent divisé au sujet du processus de paix syrien. Les ministres ont salué la résolution. La Chine salue l'adoption unanime par le Conseil de sécurité de la résolution. La résolution incarne le large consensus de la communauté internationale et démontre le rôle important du Conseil de sécurité, reflète l'aspiration du peuple syrien et donne un nouveau rythme au règlement politique de la situation syrienne. Nous devons poursuivre avec les moyens de traduire le consensus en action et les attentes en réalité. Il est important qu'aujourd'hui au Conseil de sécurité, une nouvelle fois soit répété le besoin de protéger la souveraineté de la Syrie. La résolution adoptée contient les progrès enregistrés sous l'égide du Conseil de sécurité dans la mise en place de l'accord de Vienne avec le soutien international. Aucun pays, aucune personne qui a été impliquée dans la destruction de la Syrie ces 4 dernières années ne peut tirer satisfaction de ce qui s'est passé. Sur le dossier syrien, nous devons admettre que nous avons tous échoué. Nous sommes tous des perdants, mais le plus grand perdant est de loin le peuple syrien lui-même. Nous devons faire mieux, et nous devons le faire vite si nous voulons éviter plus de souffrance. Au Moyen-Orient toujours, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est entretenu avec CCTV sur des sujets majeurs tels que le conflit avec la Turquie et la lutte de son pays contre le terrorisme. Début décembre, la Turquie a envoyé des troupes au sol d'environ 150 hommes ainsi que des véhicules blindés à Mossoul dans le nord de l'Irak. Ankara a indiqué qu'il entraînerait les forces locales kurdes à combattre les groupes extrémistes et ce à l'invitation du gouvernement irakien. Cependant, lors d'un entretien avec CCTV à Bagdad, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a réfuté ce point et fermement protesté contre les actions de la Turquie. Le déploiement des forces turques dans le nord de l'Irak n'a reçu ni l'approbation du gouvernement irakien, ni n'a été invité par le gouvernement. Aucun pays ne peut entrer dans un autre pays au nom de la lutte contre le terrorisme, en particulier quand il n'y a pas de groupe extrémiste localisé dans la région de Mossoul où les forces turques ont pénétré. Al-Abadi a exhorté la Turquie de retirer ses forces dès que possible et appelé à une coopération plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. L'Irak et la Turquie continuent actuellement leurs pourparlers sur cette question du retrait. Nous ne voulons pas que l'Irak devienne un lieu d'affrontement entre les puissances régionales, tout comme nous ne voulons pas que la Turquie interfère, ce qui pourrait être suivi par l'Iran, la Jordanie, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Nous espérons vaincre les groupes extrémistes et devenir une région pacifique, et que les pays voisins pourront nous aider dans ce combat plutôt que de déclencher des conflits. Le Premier ministre a déclaré que l'Irak était actuellement une puissance majeure dans le combat contre les groupes extrémistes au sol, alors que la communauté internationale a aussi offert d'apporter son aide. Cependant, alors que les prix du pétrole ont plongé ces 10 dernières années, Al-Abadi a indiqué que le budget du gouvernement avait réduit d'environ 30% comparé à la période d'avant-guerre. Et pour ce pays exportateur de pétrole, il s'agit là d'un défi à surmonter face à la hausse des coûts militaires. Et politique étrangère toujours, lors de leur dernier sommet de l'année, les dirigeants de l'Union européenne ont peiné à parvenir à une solution commune sur la crise des migrants. Et les discussions sur le référendum de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'UE ont révélé le fossé qui sépare les pays. Plus d'1 million de migrants et de réfugiés sont arrivés cette année en Europe.
Mais les profondes divisions ont été dévoilées au grand jour quand seuls 8 dirigeants européens sont venus participer aux discussions avec la Turquie, pays par lequel transite la majorité des réfugiés. Cette réunion a porté sur des questions que les dirigeants croyaient déjà réglées, telles que les centres de réception. Tous les éléments d'une stratégie sont ici, mais il existe encore un déficit au sujet des centres de réception, des relogements et des retours. Par-dessus tout, nous échouons à protéger nos frontières externes. Les pays européens ne sont pas non plus parvenus à se mettre d'accord sur le projet de création d'une agence des frontières et des gardes-côtes, ayant le pouvoir d'intervenir n'importe où dans l'Union sans permission préalable des gouvernements nationaux. Les dirigeants ont également discuté du référendum que prévoit d'organiser la Grande-Bretagne sur sa sortie de l'UE. Le Premier ministre britannique David Cameron tente de renégocier l'adhésion de son pays afin de faire en sorte que les électeurs choisissent de rester dans l'Union européenne. L'une des principales demandes britanniques est le gel pendant 4 ans des avantages sociaux des migrants européens travaillant au Royaume-Uni. Une demande qui remet en question le principe de liberté de mouvement. Il n'est pas acceptable de revoir ce qui fonde les engagements européens. Mais à l'issue des discussions, le Premier ministre britannique s'est montré optimiste. Nous avons fait un grand pas en avant vers un meilleur accord pour la Grande-Bretagne, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Un récent sondage a révélé pour la première fois qu'une majorité de Britanniques pourrait voter en faveur de la sortie de l'UE. Et comme nous venons de le voir, le Premier ministre britannique David Cameron a appelé à modifier le règlement limitant l'accès au système national de sécurité sociale à la main-d'œuvre des autres nations composant le bloc de 28 pays. La chancelière allemande Angela Merkel a évoqué des tensions relatives à la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne. La dirigeante s'exprimait à l'occasion de la réunion des dirigeants européens qui se déroulait à Bruxelles. Nous l'écoutons. Concernant la liberté de circulation, on doit observer un phénomène qui, après tout, lorsqu'on parle de liberté de mouvement, concerne la liberté de mouvement de personnes ayant un emploi et non de celles qui en cherchent un, les chômeurs. Puis vient la question de savoir quand ces personnes pourront bénéficier d'avantages sociaux. À l'évidence, nous avons toujours des emplois qui impliquent une part de déplacement et une autre d'avantages sociaux. C'est ici que résident les tensions et nous devons les gérer. Ceci nous amène à la crise des migrants qui persiste toujours. Malgré la saison hivernale, réfugiés et migrants partis des côtes turques continuent d'arriver sur les îles grecques. La Grèce doit faire face à la confusion provoquée par ces migrants en difficulté. Ces derniers se retrouvent en effet bloqués en Grèce puisque plusieurs pays ont pris la décision de fermer leurs frontières à tout réfugié syrien, irakien ou afghan. Ils viennent du Maroc, du Mali, d'Iran et du Pakistan et ne sont pas considérés comme des réfugiés. Ils ne savent pas où aller ou que faire. Plusieurs centaines ont passé presque une semaine dans ce stade avant d'être priés de partir. Certains seront expulsés, les autres ont déjà disparu. Mais tous sont bloqués dans un pays qui n'a pas grand-chose à leur offrir. Aide au logement et aide alimentaire ne font pas exception. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je n'ai pas mangé quelque chose depuis hier. Je n'ai mangé rien. C'est un grand problème, ça. Tous les hommes qui sont là ne mangent rien depuis hier, à la matin. Taha a dépensé tout son argent, 3 000 € pour venir en Grèce. Ici, comme d'autres compatriotes, il espérait rejoindre le nord de l'Europe pour y trouver un travail et aider sa famille à son retour. Le volant, c'est l'océan pour aller à l'Europe, pour rentrer. Ne voulons pas assis ici et ne voulons pas retour au Maroc. Certains sont à tel point désemparés que retourner dans leur pays est la dernière possibilité qui leur reste. En quelques jours, le bureau d'Athènes de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a inscrit 250 personnes ayant fait connaître leur souhait de retourner dans leur pays. La plupart sont des citoyens marocains. Avec le financement de l'Union européenne qui devrait être versé au cours de l'année prochaine, l'OIM ne pourra réaliser qu'1 millier de retours au pays. Même si nous n'avons pas assez d'argent, on en trouvera. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. La question est de savoir s'ils peuvent éviter le beau discours des passeurs et d'éviter de mourir à tout moment.
En marge de la crise des réfugiés, il y a aussi une crise humanitaire qui concerne les Grecs, les migrants et tous ceux qui meurent en tentant de trouver quelque chose de mieux. La seule chose que nous pouvons faire pour eux en ce moment, c'est de leur proposer un rapatriement volontaire. Finalement, le gouvernement a fourni un abri temporaire pour les migrants. Il s'agit d'un autre stade qui se trouve dans l'ancien aéroport d'Athènes. Alors que le recensement de ceux qui passent la frontière reste un processus difficile, la mise sur pied de nombreux points névralgiques sur les îles grecques semble avancer à un rythme rapide. C'est là que réfugiés et migrants sont enregistrés et qu'ils suivent les procédures. Ces lieux étaient exigés par l'Europe au gouvernement grec dans l'objectif de gérer une immigration à laquelle les habitants s'opposent fortement. Je ne suis informé que d'un seul problème, sur l'île de Kos où la population se montre très hostile. Mais à un moment donné, le gouvernement doit prendre des décisions. Les autorités locales doivent être une composante de la solution et non une part du problème. Les maires doivent comprendre qu'ils ne peuvent causer tant d'ennuis à ces gens. En effet, quel est l'intérêt qu'ils vivent dans les rues, alors qu'ils pourraient être ailleurs, à l'abri et sans déranger les communautés locales? En attendant, ils sont plusieurs milliers partis des îles grecques arrivés au port du Pirée. Ils ont avec eux l'espoir de se rendre en Europe, comme ces Irakiens qui affirment vouloir atteindre l'Allemagne. Mais ils ne partiront pas tous au même moment. À la nuit tombée, nombreux sont ceux qui s'évanouissent dans l'obscurité du centre-ville. Les autres qui n'ont pas d'argent pour continuer et franchir la prochaine frontière attendent ou tentent de trouver un passeur et une autre façon de poursuivre leur voyage. C'est avec notre rubrique Aujourd'hui la Chine que nous poursuivons ce journal et nous commençons avec la conférence mondiale de l'Internet qui s'est achevée hier vendredi à Wuzhen dans l'est de la Chine. Plus de 2000 personnes s'étaient rassemblées pour cette réunion de 3 jours, dont des entrepreneurs d'Internet et des représentants du gouvernement. C'était l'occasion pour les entreprises de présenter leurs technologies et leurs produits et pour la Chine d'exprimer son point de vue sur le développement de l'Internet mondial. L'ancienne ville pittoresque de Wuzhen était la scène d'un sommet mondial sur la nouvelle industrie, celle de l'Internet. Lors de la réunion, le thème était la connexion et la communication de tous, partagée et gouvernée par tous. Lors d'une conférence de presse organisée à la fin de la conférence, Zhou Qianlian, directeur adjoint de l'administration de l'espace informatique de la Chine, a souligné le besoin de construire une unité d'espace informatique au travers du monde entier. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué l'appel de la Chine. Lors d'un discours clé le jour de l'ouverture, le président Xi Jinping a appelé à de nouvelles règles mondiales sur la gouvernance de l'Internet, s'opposant à une hégémonie informatique. Il a souligné que chaque pays devait avoir son droit de souveraineté pour gouverner l'Internet. Tous les pays devraient se rassembler contre l'abus de la technologie informatique, la surveillance de l'Internet et les attaques informatiques contre un espace informatique armé. Les propositions de Xi Jinping ont soulevé des discussions lors de la conférence. Chaque pays a un rôle à jouer en ce qui concerne la sécurité informatique. Chaque pays doit travailler ensemble pour combattre le terrorisme, tout comme chaque pays doit travailler ensemble sur les questions de sécurité liées à l'informatique. L'avis de la Chine sur ce qui se passe sur Internet et partout dans le monde est très important. C'est bien d'organiser cette conférence ici et d'entendre des points de vue de pays asiatiques sur le développement de l'Internet. Nous devons partager nos idées. Je viens du Chili et l'Internet a également une grande influence sur notre société et change la façon dont les gens construisent leurs relations, la manière dont ils achètent leurs produits, et nous devons parler de cela et discuter de comment bénéficier davantage de l'Internet. Je pense que la Chine y joue un rôle important et que la Chine est également un meneur du développement de l'Internet. Il est important d'être ici pour voir ce que le pays pensera du développement de l'Internet à l'avenir. La conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen présente également des produits technologiques avancés qui commencent déjà à changer nos vies. Lors d'une exposition appelée La lumière de l'Internet, près de 260 entreprises du monde entier ont présenté leurs produits novateurs, tels que des voitures sans conducteur, des caméras de réalité virtuelle et la technologie de communication 5G.
Environnement maintenant et une mauvaise nouvelle puisque le smog est de retour dans la capitale chinoise. Beijing publie une fois encore une alerte à la pollution de l'air à son niveau le plus élevé, moins de 2 semaines depuis la première alerte rouge. Aujourd'hui marque le début des 4 journées à venir de smog. L'alerte rouge implique des restrictions quant au nombre de véhicules sur les routes, la fermeture des écoles, la suspension des activités des sites de construction et des usines, de même que l'interdiction de feux d'artifice. Les horaires de service des transports publics seront pour leur part étendus. Les autorités météorologiques suggèrent aux habitants de prendre des mesures de précaution et de tenter de réduire les activités en extérieur. La première alerte rouge de Beijing a été émise le 7 décembre pour une durée de 3 jours. La ville voisine de Tianjin envisage également d'exclure près de la moitié des véhicules des routes après avoir publié une alerte orange, le second niveau de dangerosité. Enfin, la province voisine du Hebei est elle aussi en état d'alerte orange. À Beijing, la forte pollution fait le bonheur des constructeurs chinois de voitures électriques. Depuis longtemps, la capitale chinoise applique des restrictions aux véhicules autorisés à circuler sur les routes. Au cours du récent pic de pollution, la ville avait également imposé la circulation alternée 1 jour sur 2 aux véhicules à essence. Cependant, les véhicules électriques sont libres de circuler tous les jours, une mesure qui suscite un intérêt grandissant. Propre, silencieux et capable d'atteindre rapidement la vitesse nécessaire, voilà quelques-uns des avantages des véhicules électriques. Mais dans la capitale chinoise envahie par le smog, le meilleur argument de vente reste la liberté. Pour un montant inférieur à 120 000 yuan, soit 20 000 $, Chen Lao a acheté sa voiture électrique le mois dernier. Les 90 000 yuan supplémentaires permettant de finaliser l'achat ont été subventionnés par le gouvernement. Il n'y a pas de restriction, vraiment pas. Tous les jours, je dois prendre mes enfants à l'école, c'est donc très important. Je n'ai pas à me soucier de savoir quels sont les numéros de plaques d'immatriculation qui sont autorisés sur la route. À Beijing, les ventes de ce type de véhicules connaissent une croissance impressionnante. Cette concession, propriété de Beijing Electric Vehicle Corporation, a ouvert il y a 2 mois seulement. Lors de la seule journée d'ouverture, 154 modèles ont été vendus. L'intérêt pour ce moyen de transport ne montre aucun signe d'essoufflement. Dans notre concession, en comparaison avec le mois précédent, les demandes d'information ont augmenté de 300% ce mois-ci. Il y a encore 6 mois, nul n'aurait pu prévoir un tel enthousiasme. À ce jour et en moins de 2 mois, depuis que nous avons ouvert, nous avons enregistré 660 commandes. En plus des achats individuels, le gouvernement tente de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en subventionnant les stations de recharge. De telles incitations sont nécessaires. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques ont encore du travail avant de convaincre les conducteurs les plus sceptiques. Je penche plutôt pour une voiture essence, c'est plus facile pour faire le plein. Je n'aurai pas à me soucier de son autonomie. Pour moi, le premier problème des voitures électriques, c'est leur autonomie. Un argument qui ne semble pas préoccuper Chen Lao. Je pense qu'avec l'amélioration technique, une autonomie plus grande ne tardera pas. Les choses ne peuvent que se perfectionner. Chen Lao déclare aimer sa voiture. Il espère qu'ils seront plus nombreux à partager son opinion. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. C'est Yves Mouillet que vous aurez le plaisir de retrouver pour les éditions suivantes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.